Bonjour à tous. Nous sommes revenus pour continuer ensemble avec vous dans notre cours de l'entrepreneuriat classique, dont ils étaient composés de 3 chapitres. Nous avons vu les 2 premiers chapitres. Le premier était le contour entrepreneurial. Le second était le processus entrepreneurial. Et tout de suite, nous allons entamer notre 3e chapitre qui est basé sur les gestions des risques entrepreneuriaux. Pourquoi nous avons choisi ce 3e chapitre? Parce que en faisant chemin, le premier chapitre, on nous a parlé c'est quoi l'entrepreneuriat. On a essayé de définir l'entrepreneuriat par plusieurs concepts. Et dans le 2e chapitre, c'était comment tu peux initier et respecter les démarches vers un succès entrepreneurial. Et on sous-entend maintenant que vous avez créé votre entreprise, vous devez maintenant être dur dans la gestion. Vous devez connaître maintenant quels sont les risques qui vous entendent. Le risque commence depuis la création. Nous allons commencer par le point 3. 1. Risques liés à la création. Les risques liés à la création. Il est devenu un lien commun de souligner la vulnérabilité inhérente aux premières années de la création d'entreprise. Chers entrepreneurs, il y a un taux plus élevé de risques entrepreneuriaux dans les premières années de sa création. Que les auteurs anglo-saxons utilisent à cet effet le terme générique liability, dont le sens second donné à ce mot, le dictionnaire arabe, c'est handicap ou désavantage. Quels sont les désavantages dans la création d'une entreprise? Et dans la pérennité, il revient, semble-t-il, à un article qui a apparu vers 1965. Dans cette veine, de nombreuses enquêtes ont été effectuées auprès d'échantillons de nouvelles entreprises encore en vie, où des créateurs aient censé leurs activités afin de recenser les différents problèmes qu'ils vont ou qu'ils ont vécu et le repérer dans quelques conditions l'aggravation de ceci et la générance de certaines solutions pouvant être considérées comme le facteur potentiel de l'échec. Dès la création de votre entreprise, on doit vous dire que vous êtes dans la pire phase de l'échec de votre entreprise. On devine que le résultat obtenu, type classement de problèmes vécu par ordre d'importance commerciaux au premier, les fonds propres en second, etc., sont les portées limitées, soit parce qu'ils sont peu généralisables, tout dépend de la composition de l'échantillon et aussi de la conjoncture affectant la période déloquente. Voyez-vous? Soit parce que les listes de problèmes évoquées
ne dépassant pas les stades généralité, demande de suffisance, difficulté de recrutement de personnel, problème de la trésorerie, auquel on peut s'attendre en péril cas. Malgré tout, un certain nombre de questions méritent réflexion, dans la mesure où elles sont susceptibles d'alimenter un débat sur un thème qui a besoin d'être renouvelé. La fragilité de nouvelles entreprises était le plus marquée pendant les premiers mois de la naissance de la firme ou de votre entreprise, ou l'est-elle pendant quelques années seulement qui suivent. Donc, le premier mois de la création de votre initiative génératrice d'emploi est encore trop vulnérable. Cette question connue aux États-Unis sous la forme des choix entre deux types de vulnérabilité a été souvent posée sous ou sans qu'une réponse ait pu lui être apportée de manière scientifique. Certaines études statistiques sur le taux de pérennité montrent un taux de défaillance élevé la première année, puis un taux peu moins important la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la 5e année, accréditant ainsi la thèse de la liability of wetness, mais d'autres études malheureusement non comparables aux précédentes ont montré l'existence d'une courbe en U renversée des taux de défiance avec une forte résistance à la disparition de la première année, puis une augmentation brutale du taux pendant la période qui suit pour ensuite décliner jusqu'aux proportions semblables aux populations d'entreprises existantes. Le débat reste ouvert, à l'instruction duquel peut être apportée la métaphore parcours du combattant, qu'il plaiderait tantôt en faveur de la deuxième thèse. Cette métaphore met l'accent sur la création d'entreprises envisagée par un combat entre les nouveaux venus, les créateurs d'entreprises nouvellement, et les acteurs en place déjà, donc les anciens entrepreneurs, et, entre parenthèses, les concurrents directs, inévitablement gênés par l'éruption de premiers nommés sur leur territoire, on ne sait pas. On assiste alors à une course de vitesse des uns contre les autres, chacun avec leur atout respectif qui met un certain temps à désigner ce vainqueur. Les métaphores du parcours du combattant et de la course de vitesse entre les créateurs et les acteurs en place, c'est aussi un problème. Lorsque vous créez votre nouvelle société, attendez-vous aussi à la course avec ce qui existe déjà dans le marché. Ils ne resteront pas les mains croisées. Ils ne vont pas être contents de vous. Ils vont aussi vous combattre. Évidemment, oui. C'est ça. Parce que le monde, c'est le monde de compétitivité. La notion de barrière à l'entrée, vous allez toujours avoir des barrières à l'entrée. Très utilisée en stratégie, intéresse directement le créateur d'entreprise, puisqu'elle met l'accent sur le coût qu'elle présente dans certaines industries, le simple fait de se présenter en tant que nouveau venu sur terrain de jeu occupé par des entreprises déjà
installé. En termes, le parcours du combattant, ces barrières peuvent être représentées par un mur plus ou moins élevé et lisse. Un mur plus ou moins élevé et lisse. Donc, les vieux entrepreneurs qui ont déjà enraciné leurs entreprises, souvent nous présentent, nous la jeunesse, de sorte de mur un peu élevé et lisse là, pour que vous ne puissiez pas... Voilà, voyez, ce n'est que ça, c'est la vérité. En termes, le parcours du combattant, c'est ce que nous venons de dire, représente beaucoup un peu, peuvent être représentés par un mur plus ou moins élevé et lisse que le jeune ou la jeune recrue doit franchir. Vous qui commencez aujourd'hui quelque chose de nouveau dans le monde, quelque chose de nouveau dans votre environnement, attendez-vous à ce petit mur qui sont un peu plus ou moins élevés, mais lisses, hein? Mais ne bâchez pas le main, ne laissez jamais. Il faut affranchir, il faut tenir bon. Non sans un sérieux entraînement préalable, la rédaction d'un plan d'affaires pouvant être considérée comme un exercice salutaire. Donc, la formation que vous suivez sur l'entrepreneuriat, c'est un entraînement. Le PSP Congo prend en charge la formation des chômeurs pour devenir eux-mêmes des entrepreneurs. Et cette formation vous est donnée comme un exercice. Parce que sur le terrain, vous aurez affaire à des vieux loups, à des vieux qui n'accepteront jamais que vous puissiez passer calmement dans votre parcours. Deuxième risque. Le risque est lié à la gestion. Deuxième risque, les risques liés à la gestion. C'est ici qu'il y a un problème sérieux sur la gestion. Si je me rappelle bien le mot gestion qui vient du mot latin gestio, qui signifie gérer les affaires, attribuer les affaires ou s'attribuer à quelqu'un d'autre ou à soi-même les affaires à gérer. La gestion n'a qu'un seul but. Le but de la gestion, c'est la satisfaction et non le regret. On ne gère que pour maximiser, pour arriver au résultat satisfaisant et non à l'échec. Et pour y arriver, il faut suivre la formation. Il faut apprendre. De manière générale, le métier de suivi d'une entreprise est tributeur au respect des délais convenus entre entrepreneurs ou fournisseurs, la bonne exécution des commandes de biens ou des services du client par le fournisseur. L'accomplissement des tas réels de formalités administratives basées sur un personnel flexible et soucieux du développement de l'entreprise, mais aussi et surtout la promptitude avec laquelle les commandes de biens ou de services sont distribuées par les canaux de distribution appropriés et efficaces. Respect des délais impartis. Les entrepreneurs font diverses promesses aux potentiels clients. Le plus souvent, est le respect des délais, de la rapidité d'assistance en cas de réclamation ou
d'approvisionnement d'une commande par le client. En revanche, plusieurs clients ont pour critère de choix cette promesse. Rien que cette promesse-là. Et ils ont fait un critère de choix à cause de ta promesse. Alors, vous, dans la gestion de votre entreprise, respectez la livraison de commandes. Respectez les clients. Les clients sont rois. Voyez-vous? D'où le non-respect des délais susceptible à une réponse cognitive négative vis-à-vis de la marque et cause par conséquent un discrédit des entreprises aux yeux des clients. Deuxième, bonne exécution de commandes. Ce sont là des atouts que vous devez respecter lors de votre gestion. Mais en profondeur, nous allons parler de la gestion dans notre cours qui viendra la semaine prochaine, basé sur la conception et gestion de projets aux normes internationales. C'est quoi une bonne exécution de commandes? C'est aussi une recommandation dans la gestion. Au-delà des promesses similaires faites par plusieurs marques, la naissance d'une entreprise est fondée sur le principe de l'innovation de biens ou de services qui vient satisfaire un besoin en y apportant une particularité spécifique d'entreprise. Parmi tas de critères de choix, celui-ci est prédominant. La bonne exécution de commandes. C'est ainsi. Une entreprise qui n'est pas à mesure de satisfaire sa clientèle au prorata de ses promesses de satisfaction en exécutant minutieusement les commandes de biens ou services de ces derniers s'expose à un sujet pur et simple par le marché. Par le marché. Autre recommandation. Accomplissement à temps réel des formalités administratives. La lourdeur de l'administration a toujours été connue comme un cauchemar pour plusieurs clients. Les bureaucrates font de leur surface de travail un lieu de luxe. Voyez, des valorisations de soi au détriment d'une considération précieuse du client qui, selon le dogme économique, fait le client un roi, comme on le dit. Oui, on connaît ça, la terre administrative. D'ailleurs, c'est devenu comme la terre administrative, comme un chat d'adoration. Oui. Gagner la confiance de la clientèle passe aussi par la rapidité administrative, qui du reste est soumis au principe de l'organisation autocratique, qui veut que les tâches soient condensées afin de faciliter le fonctionnement des activités de l'entreprise. Distribution des commandes. Comment passer à la distribution des commandes? Toute entreprise produit pour vendre. Aucune entreprise ne peut produire pour gaspiller. De ce fait, savoir comment vendre et par qui passer par vente reste une préoccupation majeure pour chaque firme. Toute entreprise produit pour vendre, mais savoir comment vendre et passer par qui vendre, ça reste quelque chose de cachette. Organiser ces canaux de distribution, choisir les distributeurs et d'autres clients appropriés et efficaces reste une responsabilité salvatrice des entrepreneurs. Alors, nous sommes revenus pour continuer et conclure
notre module de l'entrepreneuriat classique, dont précédemment nous avons introduit le troisième chapitre qui est basé sur les gestions de risques entrepreneuriales. Les indicateurs de performance d'une entreprise, c'est le point 3.4 du troisième chapitre, bien sûr. Le choix d'une dimension de performance entre pérennité et croissance. Est-ce que c'est la pérennité qui explique la performance d'une entreprise ou son développement? Si l'on met à part le fait que le démarrage effectif d'une entreprise peut déjà être considéré comme un succès, on a vu dans le chapitre que nous parlons dans son introduction que beaucoup de personnes renoncent avant même de passer à l'acte. Beaucoup de personnes renoncent. Juste que il ne trouve pas bon, il est découragé, il a échoué dans tel ou tel domaine. Et les gens, un entrepreneur comme ça, il abandonne. Les deux questions habituellement posées à propos d'un échantillon d'entreprise nouvelle sont de savoir si elles ont ou non, et si oui, si elles ont connu un certain développement, pérennité et croissance. Sont donc les deux dimensions les plus utilisées dans la performance en création d'une entreprise et qui sera examiné plus loin dans notre séquence. Ces deux concepts appellent un certain nombre de commentaires supplémentaires, notamment sur les précautions qui doivent accompagner leur utilisation. Quelles sont ces précautions? La démarche devient plus aléatoire pour un bon nombre modeste d'insertions sociales où la cessation d'activité n'est pas vécue comme un échec. Vous voyez? Mais comme un simple changement de statut, par exemple, retour au salariat, position d'attente avant de création d'une nouvelle activité génératrice d'emploi et de revenus. C'est quoi la croissance? En ce qui concerne la croissance, deuxième dimension de la performance, on constate un processus plus large sur la signification et la portée du concept, même si les deux dimensions s'engagent parfois sur le terrain de la remplacer par la dimension voisine, plus riche de développement. Toutes choses égales par ailleurs, et en faisant l'hypothèse que cela coïncide avec les motivations de son promoteur et que cette croissance soit maîtriser la situation d'une entreprise nouvelle qui grandit est jugée préférable à celle de son opposé. Il convient toutefois de rappeler que cette opération diagnostique, lorsqu'elle porte sur des entreprises nouvellement créées, rêve certaines spécificités en termes de parts et de marché, de chiffres d'affaires, de rentabilité, des réserves accumulées, etc. Désolé, vous allez un peu me permettre que je puisse un peu rafraîchir la gorge. On
en soulignera ci-après, à titre illustratif, trois principales. Il existe toutefois une difficulté technique peu abordée dans les statistiques officielles et qui concerne le choix de l'unité d'analyse retenue pour les calculs. Généralement, une unité d'analyse est l'entreprise isolée en tant qu'entité juridique et dont on observe le parcours dans le temps. Comme cela a été dit au cours du premier chapitre, on constate que très peu de nouvelles entreprises sur l'ensemble d'une population connaissent le parcours de croissance digne de son nom. Mais supposons que sur un territoire donné, une même personne lance une activité, par exemple un restaurant, puis simultanément ou au cours du temps, d'autres similaires enregistrés comme des entreprises distinctes et non des établissements. Le suivi statistique va concerner chacune de ces nouvelles entreprises. L'entrepreneur qui conserve le rôle de ce petit empire, il a là variablement un phénomène de croissance non négligeable, qui risque d'être occulté si le système d'information statistique ne prévient l'isoler. Le nombre de recherches en création d'entreprises. On devine les enjeux à la fois pour les entrepreneurs et les systèmes d'appui ou qui les soutient. D'une avancée des connaissances dans ce domaine, mais les développements précédents ont laissé aussi entrevoir les difficultés de la tâche, dues à trois séries de raisons. En premier lieu, la multiplicité des facteurs explicatifs des réussites ou de l'échec, parmi lesquels il faut faire le choix tout en état attentif aux effets d'interaction qui peuvent les affecter, soit la présence des facteurs peut interférer le contexte qui gêne la production d'interprétations explicatives valables même pour la création d'une entreprise. En tout temps et en tout lieu, l'ambiguïté fondamentale en fait que la performance et la variable à exprimer qui évoque tantôt la survie ou non le contraire. Tantôt une notion beaucoup relative, celle du succès, et avec forcément le même leçon le cas. Malgré toutes les difficultés, le progrès a été accompli. Dans cette section, se propose de se donner un aperçu. La distinction entre les études prédictives et à visée explicative. Parmi les nombreuses études qui tentent de repérer les raisons pour lesquelles certaines initiatives réussissent et d'autres pas, il est possible de repérer deux grandes orientations selon qu'elles cherchent simplement à prédire. Go. Ok. Bien.
la distinction entre les études prédictives et à visée explicative. Parmi de nombreuses études qui tentent de repérer les raisons pour lesquelles certaines initiatives réussissent et d'autres pas, il est possible de repérer deux orientations, selon qu'elles cherchent simplement à prédire l'issue de l'initiative ou qu'elles ont pour un objectif de l'expliquer. L'examen du tableau ci-après, je crois que tous ceux qui nous suivent comme membres du PCP Congo qui ont déjà leur module, voyez avec moi ensemble ces tableaux, permettra au lecteur de se faire une opinion sur les points de divergence de ces deux démarches. Prévoir ou expliquer la performance, élément de comparaison. Vous avez dans ce tableau études à visée prédictive et études à visée explicative. Dans le premier rubrique, vous aurez, ce sont des objectifs principaux. Deuxième colonne, anticiper en termes de probabilité quelle que sera l'issue de l'initiative. Et la troisième colonne, comprendre pourquoi parmi des projets comparables de création, certains réussissent et d'autres pas. Il y en a hypothèses suggestions, il y en a un certain nombre de variables présentées au départ de l'initiative, la prédispose à une certaine performance sous ou sans pour autant en prédéterminer l'issue, et il y a la réussite aussi à ce côté. Le moment de collecte des variables, nature des variables, définition de performance, résultats recherchés et la méthodologie utilisée pour trouver ces résultats. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre dernier point de ce module de l'entrepreneuriat classique qui est basé tout de suite sur la résolution des conflits. Dans les gestions des affaires et même dans les gestions des sociétés, dans les administrations, partout même, il est nécessaire de mieux gérer les conflits, car les conflits mal gérés donnent naissance à d'autres conflits. Et ce qui paralyse les activités de l'entreprise par la suite. Un entrepreneur est avant tout un bon manager. Il sait comment gérer les personnels pour garantir un bon rendement dans l'exécution des activités économiques de l'entreprise. Un entrepreneur qui ne sait pas gérer les personnels, qui ne sait pas gérer les gens. Parce que quand vous créez une entreprise, attendez-vous à gérer 1000 éducations. Si vous avez au sein d'une entreprise 1000 ouvriers, c'est-à-dire vous avez là 1000 esprits, 1000 éducations, vous avez là 1000 familles. Et il faut être grand pour les gérer. Pour les gérer. Ça, c'est là. Il est difficile que vous puissiez réussir. Et pour y arriver, l'observation de quelques principes sont réputés obligatoires dans l'exercice de votre mandat. Pour espérer obtenir un bon résultat dans la résolution des conflits entre personnels. Premier principe. Ne jamais rappeler un mal antérieur au protagoniste. Ne jamais rappeler un mal antérieur au protagoniste. Oh non, 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 toi là, tu as encore fait ça, tu avais abîmé ça, tu avais volé ceci, tu avais fait cela, c'est encore toi encore. Non. Chaque chose a son temps et chaque problème a sa résolution. Lorsque vous
avez déjà trouvé solution à un problème, oubliez. Parce que l'ouvrier, c'est une personne humaine qui va encore poser un acte et qui ne sera pas bon. Et ne le jugez pas par rapport au conflit précédent. Deuxième principe. Rassurez le protagoniste qu'à la fin, une solution sera trouvée. Lorsqu'il y a des difficultés au sein de l'entreprise, lorsqu'il y a de petites différences ou de petits différends en termes de conflits, lorsqu'il y a des incompréhensions, assurez le protagoniste que vous êtes capable à trouver solution. Parce que c'est vous seul, et il y a encore seul, qui est capable de trouver cette solution. Troisième principe. Être attentif envers eux. Il y a certains dirigeants, certaines entreprises, certains entrepreneurs qui sont trop dictateurs. Il faut écouter aussi des travailleurs. Les travailleurs ne sont pas nos esclaves. Ils ont droit à la liberté d'expression. Quatrième principe. Rester impartial dans la résolution des conflits. Il faut toujours être au milieu du village, dit-on. Rester au milieu et trouver des solutions à juste partie. Cinquième principe. Maturité et apaisé. Un entrepreneur n'est pas celui qui peut être trop agité. Un entrepreneur, c'est un leader. C'est quelqu'un qui ne tremble pas devant n'importe qui. C'est quelqu'un de la retenue. C'est quelqu'un de la maturité et qui a un esprit toujours apaisé. Sixième principe. S'actionner par les actions disciplinaires. S'actionner par les actions disciplinaires, c'est obéir au principe ou au code du travail. Il n'est pas dit qu'un ouvrier, un salarié, un travailleur qui a gaffé aujourd'hui et vous le mettez à la porte. Non, non. Il y a des procédures, des actions disciplinaires. C'est beaucoup plus mieux que ça. Ainsi s'achève notre cours module de l'entrepreneuriat classique. Si nous pouvons encore faire un résumé, nous vous avons parlé au premier chapitre sur le contour entrepreneurial, l'entrepreneuriat, les concepts entrepreneuriaux, où on a essayé de définir mot par mot c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi les échanges commerciaux, c'est quoi l'organisation, c'est quoi les opportunités. Et nous avons vu les avantages de l'entrepreneuriat et ses inconvénients. Le premier avantage de l'entrepreneuriat, c'est l'emploi. Et dans l'emploi, il y a aussi des inconvénients. Quels sont les inconvénients? Les inconvénients sont pour ceux qui cherchent de l'emploi. Mais pour ceux qui créent les emplois, ils ont des avantages. Et nous avons vu le traitement d'un employé et le traitement d'un employé prétentieux. En passant, nous sommes allés voir le deuxième chapitre qui était basé sur le processus entrepreneurial. Le processus, c'est le chemin. Ce sont des démarches à entreprendre. Il y a eu des escaliers, il y a eu des principes, il y a eu des lois, des bases entrepreneuriales dont nous sommes censés à le pratiquer. Et en finish, nous avons terminé au troisième chapitre qui est la gestion des risques entrepreneuriaux, où nous avons vu les risques liés à la création
les risques liés à la gestion. Et nous sommes allés chiter sur la résolution des conflits. Quant à moi, je vous dirai qu'une seule chose, une théorie, sa pratique est inutile et une pratique, sa théorie est aveugle. Portez-vous bien, mettons-nous au travail. À très bientôt. Je vous aime beaucoup. Alors, bonjour à tous. Nous sommes revenus dans ce moment pour essayer de vous faire découvrir qui sommes-nous, le PCP Congo. Le PCP Congo est une organisation non gouvernementale de développement et humanitaire, une aspect bien sûr, qui est créée en République démocratique du Congo depuis de cela il y a des années. Et nous avons lancé officiellement nos activités le 21 novembre 2020. C'est quoi le PCP Congo? Le pas des chômeurs dans mon pays, en abrégé PCP Congo, a 3 missions. Donc, les missions du PCP Congo, nous avons l'identification d'un chômeur et sans emploi désirant devenir nos membres. Deuxièmement, nous avons la formation sur l'entrepreneuriat organisationnel gratuitement. Tous nos membres bénéficient de cette formation dans de différents domaines d'entreprise. Et au troisième lieu, nous sommes dans l'accompagnement de nos membres chômeurs. Le PCP Congo s'appelle aujourd'hui le papa des chômeurs, la mère des chômeurs. Oui, parce que pour nous, lutter contre le chômage est un droit et un devoir sacré. Nous avons, depuis le lancement officiel de nos activités jusqu'à ce jour, formé plus de 2500 chômeurs à Kinshasa. Nous avons plusieurs sites ici à Kinshasa. À Gombe, nous en avons déjà formé plus de 600 chômeurs, dont tout près ici, au centre des handicapés sur Willery, en diagonale des UNRB. Nous avons formé à Lemba, plus de 100 personnes déjà, 100 chômeurs. Nous avons formé à Matete, nous avons formé à Limete, nous avons formé à Ngaliema, nous avons formé à Massina, nous avons formé à Sele, et nos formations sont en cours. Toutes nos formations sont gratuites. Le PCP Congo a 3 comités. Il y a un comité international au niveau de Londres, un comité national à Kinshasa et les comités de liaison au niveau des provinces. Et actuellement, le PCP Congo a ouvert cette adresse, cet outil de communication pour faciliter à ses membres qui sont dans des provinces, qui sont dans des villes, parce que nous ne sommes pas seulement au Congo. Actuellement déjà les démarches sont en cours pour notre installation officielle au Burundi, à Bujumbura,
où nous avons notre représentant pays, M. Nicolas, et son adjoint, M. Deo Gracias Takaïsi. Et dans certaines provinces déjà, nos membres suivent des formations en ligne et les bureaux se préparent déjà aux installations. Nous avons besoin de partenaires. Nos mains sont ouvertes pour accueillir tout le monde qui veut collaborer avec le PCP Congo. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de ce mois, nous allons commencer à procéder à partir du 25 aux remises des brevets et qualifications de nos membres, plus de 2500 déjà formés à Kinshasa. Je suis M. Divet Ferdinand Lingeko, le président fondateur de Pas de chômeurs dans mon pays. J'ai à moi toute une équipe au niveau de Londres. Notre organisation internationale est dirigée par M. Samuel Beni Moussousou, notre président international. Ici, à la ville de Kinshasa, le PCP Congo est dirigé par Mme Rit Zaïra. Au Nord Kivu, par Mme Nathalie Alfani. Au Sud Kivu, par M. Norbert. Au Maniema, par M. Albert. Et Tanganyika par M. Jataylor. Et au Kassai par M. Dieudonné. Le nom propre m'échappe. Ainsi de suite. Nous avons besoin aujourd'hui que les choses se transforment. C'est quoi la vision? Je vais vous expliquer en long et en large la vision du PCP Congo, dont vous allez voir dans son logo. Dans le logo du PCP Congo, qui est notre carte géographique de la République démocratique du Congo, il y a un homme au centre. Et sur la tête de cet homme-là, il y a la lumière. Cette lumière ici, c'est la vision entrepreneuriale. C'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui est aujourd'hui comme gage au développement de notre pays. Sans l'entrepreneuriat, nous ne pouvons rien faire. Il faut apprendre aux gens de commencer eux-mêmes à entreprendre. Et nous avons pensé que pour que les Congolais en général et les Kinois en particulier cessent de rêver, il faut d'abord la formation sur l'entrepreneuriat. C'est alors qu'ils vont découvrir les informations financières et les capacités de les transformer en monnaie copta. Ainsi que nous allons avoir une société d'où les résidents, les habitants qui y résident majoritairement sont devenus entrepreneurs. Lorsque la personne au centre sera formée par l'entrepreneuriat, dans notre logo, vous allez voir, il y a la représentation de l'or. Il y a un oiseau, une poule, il y a le poisson qui représente la pêche, il y a l'élevage, il y a le maïs, et j'en passe. Après avoir subi la formation, la transformation, c'est alors que l'homme aura à projeter une activité génératrice d'emploi dans de différents domaines qui l'entourent. Parce que notre pays est un pays jardin d'Éden, où il y a plusieurs de richesses, il y a beaucoup d'opportunités que l'homme peut découvrir et transformer son environnement. C'est ainsi que
lorsque le Congolais au centre sera suffisamment formé par l'entrepreneuriat, aura promouvoir une activité génératrice d'emploi, et le PCP Congo, avec ses partenaires, avec toute personne de bonne volonté, parce qu'aujourd'hui dans le monde entier, le chômage, ça fait partie aussi des catastrophes. Hein? Aujourd'hui, le Covid-19 a posé beaucoup de problèmes. Il y a au moins 100 millions de personnes qui sont allées au chômage. Donc, nous plaidons la cause des chômeurs. Sans plus tarder, nous allons faire notre plaidoyer au nom de tous les chômeurs. Pourquoi pas au Congo, pourquoi pas en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Alors, c'est ainsi que vous allez voir dans notre logo, il y a des rameaux. Qu'est-ce qui explique les rameaux qui entourent notre pays ou le logo du PCP Congo? Les rameaux sont des symboles de la sagesse. Les rameaux symbolisent la richesse. Parce que le palmier, dans son sein, il y a du sel, du savon, d'huile et j'en passe. C'est-à-dire, le pays RDC, notre pays, la RDC, est entouré de la richesse et de la sagesse que nous avons appelé souvent le génie congolais. Pourquoi notre logo est bleu? Pourquoi nous avons choisi la couleur bleue? La couleur bleue dans le monde est plus utilisée que toute autre couleur. Et la couleur bleue symbolise la tranquillité, la confiance et le savoir-faire. Et la force. La couleur bleue. La bonté. La jolibilité. Ainsi, nous avons fini à vous donner un peu de la légende par rapport à notre organisation. Tout contact, contactez 081 2000 983. Écrivez-nous au pcpcongo@gmail.com. Visitez notre page Facebook PCP Congo ONGD officiel, notre Twitter PCP Congo ONGDH. Vous pouvez aussi vous abonner dans notre chaîne YouTube PCP Congo TV et consulter notre site www.pcpcongord.org. Ainsi, je vous dis au revoir. À plus.